Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 6 juin 2023 et nous sommes rendus à l'épisode 164 du podcast. Aujourd'hui, je vais revenir rapidement sur le plafond de la dette américaine. Donc, tout ce dossier-là a été réglé, mais je veux pousser un peu plus l'analyse de ça dans le sens que il y a présentement un problème de dette du côté des États-Unis. Donc, je vais revenir un peu sur ce volet-là, expliquer un peu l'ampleur de cette problématique-là. Ensuite, je vais vous parler du taux directeur pour le Canada parce que demain, c'est là que la Banque du Canada va décider si elle maintient le taux directeur à 4,5% ou si elle l'augmente. Donc, je vais vous donner un peu mon avis par rapport à ça, un peu l'impact également sur le marché immobilier. Sinon, je vais aussi vous parler rapidement du secteur de l'énergie, particulièrement la production de barils de pétrole brut dans le monde. Il y a eu une coupure de ce côté-là dernièrement. Je vais aussi vous parler du fait que la SEC a pris la décision de poursuivre des plateformes d'échange de crypto. Et je vais terminer avec la conférence d'Apple. Hier, on a eu le dévoilement d'un nouveau produit de Apple. Donc, je vais couvrir tout ça dans l'épisode. Je vais commencer tout de suite avec le plafond de la dette américaine. Donc, pas de surprise de mon côté. Samedi passé, le président Biden a signé le document qui a été approuvé par le Congrès et qui autorise les États-Unis à suspendre le plafond de la dette jusqu'en 2025. Et là, j'ai bien dit suspendre le plafond de la dette. Ça veut dire qu'ils ne l'ont pas remonté, ils n'ont pas redéfini un niveau maximum. Il n'y a juste plus de plafond de dette jusqu'en 2025. On n'en parlera plus. Donc, comme je vous dis, c'est pas mal ce que je m'attendais. Là. C'est sûr qu'elle allait trouver une solution par rapport à ça parce que les États-Unis en faillite, personnellement, moi, je pensais pas qu'il y allait un ou l'autre des partis qui allait laisser ça passer. Par contre, là, il faut savoir que jusqu'en 2025, il y a plus de limite par rapport à ce que le pays peut emprunter. Et là, dites-vous qu'en date d'aujourd'hui, la dette nationale dépasse déjà 31 000 milliards de dollars. Et là, maintenant qu'il n'y a aucun plafond à respecter, c'est sûr que ça pourrait pousser les États-Unis à s'endetter encore plus. T'sais, McCarthy, oui, a réussi à restreindre des dépenses du gouvernement des États-Unis, comme par exemple le gel des prêts étudiants, mais ça ne suffit pas. Dans le sens qu'il faut comprendre un élément important par rapport au financement du gouvernement. Premièrement, comme vous pouvez vous en douter, le gouvernement des États-Unis fonctionne dans un budget qui est déficitaire. Autrement dit, les revenus de l'État, qui est majoritairement là, les impôts qu'on prélève aux particuliers et aux entreprises, ben ces impôts-là, les revenus du gouvernement ne suffisent pas à couvrir toutes leurs dépenses. Donc, dans ce cas-là, la manière de continuer à payer tout ça, c'est de faire imprimer du cash. Donc, à ce moment-là, c'est la Réserve fédérale à l'imprime du cash. Et à ce moment-là, c'est comme ça qu'ils financent leurs dépenses avec de la dette. Sauf que là, la seule chose, c'est que cette dette-là, évidemment, c'est une dette, comme n'importe quel autre prêt, c'est soumis à des taux d'intérêt. Donc, du monde qui achète des obligations fédérales, ce qu'on appelle des bons du trésor, ben, eux autres, ils vont acheter ces bons du trésor-là en échange d'intérêts. Et là, ça crée deux problèmes. Premièrement, avec la grosseur de la dette nationale, dites-vous que ça donne des paiements d'intérêts qui sont ahurissants. On regarde au niveau des prévisions pour 2023, puis on parle de 500 milliards de dollars juste en intérêts. Donc ça équivaut à peu près à 1,3 milliard de dollars par jour juste pour payer les intérêts sur les bons du trésor. Et de deux, comme je l'ai dit initialement, le gouvernement est dans un déficit, déjà présentement. Donc le seul moyen de rembourser ceux qui achètent des bons du trésor, c'est nécessairement de continuer à s'endetter. Donc, c'est sûr que sans le plafond de la dette aux États-Unis, le pays pourrait tomber dans une spirale d'endettement juste pour être capable de payer les intérêts aux investisseurs. Grosso modo, les paiements d'intérêts sur la dette du pays, ça représente l'une des plus grandes dépenses du gouvernement, évidemment après la sécurité sociale, le Medicare, la défense militaire, mais c'est des milliards de dollars qui disparaissent
des trésoreries du gouvernement, puis qui s'en va juste pour rembourser les intérêts aux investisseurs. Donc, c'est sûr que la dette, c'est jamais gratuit. Et là, pour payer de la dette, il faut continuer à s'endetter. Donc, c'est sûr que c'est pas une super belle picture pour les États-Unis et pour leur monnaie, donc le dollar US. Et si on reste dans le domaine du macroéconomique, demain, ça va être l'annonce de la Banque du Canada par rapport au taux directeur. Et je vous rappelle que selon les dernières données de l'indice des prix à la consommation, l'IPC, la croissance de l'inflation est repartie à la hausse au mois d'avril. Donc, ça va peut-être pousser la Banque du Canada à remonter le taux directeur d'un petit 25 points de base. Surtout que si on regarde les autres données économiques, le taux de chômage demeure très bas au Canada. On parle de 5% pour le pays et de 4,1% pour le Québec. Donc des niveaux historiquement très très bas. Donc le marché du travail est encore très résilient et ça c'est un autre argument que la Banque du Canada pourrait utiliser pour venir justifier une augmentation des taux d'intérêt. Parce que là, la dernière fois qu'on a monté le taux directeur au Canada, c'était au mois de janvier 2023. Et depuis ce temps-là, le taux directeur il est resté à 4,5%. Si on compare aux États-Unis, eux autres sont rendus à 5,25%. On parle d'un écart de 75 points de base. De mon côté, si vous voulez mon avis, concrètement, il n'y a pas encore de ralentissement économique tangible au Canada. Si on regarde les données de Statistique Canada, l'économie du pays a progressé à un taux annualisé de 3,1% pour le premier trimestre de 2023. Donc, personnellement, je m'attends à ce que la Banque du Canada monte encore le taux directeur de pas grand-chose, de 25 points de base. Et s'ils ne le font pas demain, d'après moi, ça va être à la prochaine rencontre qui est au mois de juillet. Donc, prochainement, je m'attends à ce que le taux directeur monte à 4,75%. C'est soit demain ou au mois de juillet, selon moi. D'ailleurs, en parlant du taux directeur, je veux juste vous parler de l'immobilier rapidement. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui considère que les conséquences de la hausse des taux d'intérêt, c'est fini, là, dans le sens ça a fini d'affecter le marché de l'immobilier. Mais tant qu'à moi, c'est pas le cas. Dans le sens que depuis 2022, il y a juste une minorité de propriétaires qui ont réellement subi la hausse des taux d'intérêt au niveau de leur paiement hypothécaire. On parle d'environ le tiers des propriétaires qui ont un prêt à taux variable et parmi ce monde-là, il y a juste un cinquième de ces gens-là qui ont opté pour le versement variable. Autrement dit, tout le reste des propriétaires, ils ont soit un taux fixe ou soit un taux variable, mais avec un paiement fixe. Et cette option-là, pour l'expliquer rapidement, ça fait en sorte que même si c'est un prêt à taux variable, le montant des versements, il ne changera pas. Ce qui change en fait, c'est la proportion du paiement qui s'en va vers les intérêts versus le capital. Autrement dit, la personne elle garde les mêmes mensualités ou les paiements aux 2 semaines, peu importe, mais elle se retrouve à payer pratiquement juste des intérêts. Donc, son prêt, concrètement, il ne se rembourse pas. Bref, à part le monde qui a un prêt à taux variable avec versement variable, tout le reste du monde, à court terme, ils ne ressentent pas encore l'impact de l'augmentation du taux directeur sur leur paiement hypothécaire. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le ressentent pas ailleurs, mais du côté de remboursement de leur hypothèque, l'impact n'est pas encore ressenti. Par contre, plus longtemps les taux d'intérêt restent élevés, plus il va y avoir des propriétaires qui vont devoir renouveler leur prêt à un taux qui va être plus élevé. Donc, pour ceux qui sont cannés dans un prêt hypothécaire avec un taux fixe à 1,89% jusqu'en 2025, pour eux autres, c'est drôle, mais pour tous ceux qui doivent renouveler d'ici la fin de l'année ou ils doivent renouveler à quelque part en 2024, ça se peut qu'il y ait bien du monde qui se retrouve avec des pas mal plus gros paiements hypothécaires. Et ça pourrait amener des gens à vendre leur propriété, soit pour downsizer, soit parce qu'ils arrivent plus pantoute au niveau de leur budget. Et ça pourrait arriver en même temps qu'il n'y a pas une tonne d'acheteurs sur le marché immobilier. La raison est simple, avec les taux d'intérêt plus élevés, ça devient plus difficile de se faire qualifier.
tu as un moins grand pouvoir d'achat. Autrement dit, avec tel ou tel revenu, tu peux acheter une maison de moins grande valeur. Donc, il y a moins d'acheteurs sur le marché, en même temps que potentiellement, il y a beaucoup de monde qui voudrait se mettre à vendre leur propriété parce que financièrement, ça ne fonctionne plus. Et là, attention, je ne suis pas en train de dire que tout le monde va faire faillite, puis que tout le monde va vendre sa maison à perte, puis qu'il va y avoir un crash du côté du marché immobilier, puis que les maisons vont perdre la moitié de leur valeur. Là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je pense qui va arriver, c'est que présentement, la correction du marché immobilier, elle vient tout juste de commencer. Et de ce côté-là, je pense que le pire est à venir. Donc, on va voir ça dans les prochains trimestres. Ensuite de ça, je vais vous parler du secteur de l'énergie. Donc, en fait, on a récemment appris que l'Arabie Saoudite allait réduire sa production de pétrole suite à un accord avec l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, communément appelée l'OPEP, OPEP. Et l'objectif, en fait, de cette coupure du débit de production, c'est évidemment de faire remonter le prix du baril de pétrole brut parce que, toute chose égale par ailleurs, si l'offre diminue, le prix devrait monter. Pour l'Arabie Saoudite, ça vaut la peine de faire ça parce que ça leur prend un prix du baril plus élevé, juste question d'équilibrer leur budget. La seule chose qui est plate par rapport à ça, c'est que du côté des États-Unis, on atteint des niveaux de production records. Et en plus de ça, on a également la Russie qui ne devrait pas, théoriquement, diminuer sa production de pétrole parce qu'il y a deux raisons. Un, elle sert de ça pour financer son combat contre l'Ukraine. Et deux, présentement, il y a des sanctions contre la Russie. Et ces sanctions-là font en sorte que le pétrole brut, il peut juste être livré à 60$ US le baril ou moins. Donc, la Russie a clairement pas d'intérêt à couper sa production pour faire monter le prix du baril. De toute façon, elle est capée à 60$ le baril maximum. Donc, c'est sûr que la Russie, tant qu'à moi, va laisser les vannes ouvertes à côté. Donc, à part la Russie, je pense quand même qu'il va y avoir un effort du côté de l'OPEP pour venir contrôler la production pour s'assurer de garder un prix du baril de pétrole plus élevé. Et l'autre chose, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui anticipent une récession déjà. J'en fais partie évidemment, mais ça vient aussi affecter le prix du baril de pétrole. S'il y a un ralentissement économique, généralement, on s'attend à ce qu'il y ait une baisse de la demande du pétrole. Je pense que cette crainte-là est peut-être exacerbée du côté du baril de pétrole brut. Aujourd'hui, si je regarde le baril de pétrole WTI, on est rendu autour de 71$ US et moi, je m'attends à ce que ça continue de monter dans les environs de 80$ dans les prochains mois, prochains trimestres. Donc, pour les actions dans le secteur de l'énergie, je pense que c'est quelque chose de positif. Je pense que présentement, il y a peut-être des opportunités de ce côté-là pour le moyen long terme. Par contre, c'est sûr que ça va se refléter également sur les factures d'essence. D'après moi, l'essence à la pompe va monter dans les prochains mois. Donc, tu gagnes de quoi du côté du portefeuille, tu en perds un peu au niveau de tes billes de gaz. Mais grosso modo, je m'attends à ce qu'il y ait une hausse de ce côté-là. Je vais couvrir sommairement une nouvelle du côté des crypto-monnaies. Au fait, on a appris que la SEC, qui est la Security Exchange Commission aux États-Unis, donc une autorité qui gère les valeurs mobilières, et la SEC a décidé de poursuivre les plateformes de crypto Binance et Coinbase. Donc, dans le fond, la SEC prétend que Binance et Coinbase, ils contournent les lois sur les valeurs mobilières et que les plateformes ils chargent également des frais de transaction aux investisseurs sans les informer de manière adéquate. Mais en gros, ça peut se résumer assez facilement. La SEC est de l'avis que les cryptos, ça devrait être considéré comme des valeurs mobilières. Donc, au même titre que des actions, que des bonds, que des FNB, ça devrait faire partie des valeurs mobilières. Et à ce moment-là, les plateformes d'échange de crypto-monnaies, ils devraient se plier aux réglementations de la SEC. Donc, suite à cette nouvelle-là, on a pu constater que près de 780 millions de dollars a été retiré de la plateforme Binance
En même temps, le Bitcoin il a baissé en dessous de 26 000 US. Et du côté des marchés boursiers américains, les actions de la compagnie Coinbase ils ont droppé de 14% ce matin. Donc, ça a créé quand même un vent de panique du côté de la crypto. On va voir qu'est-ce qui va se passer suite à ça au niveau des mesures concrètes que la SEC va faire contre les plateformes de crypto. Et pour finir l'épisode, hier, c'était la conférence annuelle d'Apple et c'est là qu'ils font les annonces pour le nouveau produit. Et là, entre autres, les nouveautés qu'on avait, c'était concernant l'iOS 17. Donc ça, c'est l'environnement sur les iPhones et tous les appareils Apple. Il y a également les ordinateurs MacBook Air qui sont rendus avec des écrans de 15 pouces, une nouvelle puce M2 super performante. Mais le point marquant du meeting de cette année, c'est vraiment que Apple a dévoilé son premier casque de réalité augmentée qui s'appelle le Vision Pro. Et tu sais, vous donner une idée, là, pour ceux qui ne l'ont pas vu, le casque ressemble pas mal à des lunettes de ski. Puis ça permet de... Tu te mets ça sur la tête, puis ça te permet de naviguer sur des applications, de faire des meetings virtuels, d'écouter des films, jouer à des jeux vidéo, etc. Sauf que là, écoutez bien ça, le Vision Pro, lui, va être disponible aux États-Unis en 2024, donc l'année prochaine. Mais ça va être au prix de 3500 US. Et ça, c'est pas mal plus cher que le nouveau casque qui a été annoncé par Meta, qui s'appelle le Quest 3, qui est affiché à 500 $. Je vous rappelle également que ça fait longtemps que Meta est dans le game des casques de réalité virtuelle. Facebook avait acheté Oculus Rift en 2014 pour la somme de 2 milliards de dollars. Donc, comme je vous dis, ça fait longtemps qui s'intéressent à ça. Et là, jeudi passé, ils ont sorti le Meta Quest 3 à 500$. Et là, comme je vous dis, c'est le comparable direct du Vision Pro d'Apple. Mais là, je ne vous cacherai pas qu'à 3500$ US, ça ne sera pas adopté par le grand public demain matin, là. Pour le moment, ça va être davantage pour les gros fans d'Apple ou pour le monde qui tripe vraiment sur ce genre de gadget-là. Par contre, même si c'est très cher, ça reste la première version, ça reste le premier casque de réalité augmentée. Mais tu sais, quelque part dans le temps, s'il y a bien une compagnie qui peut réussir à convaincre le monde de servir de ce type de casque-là, c'est Apple. On parle quand même d'une entreprise qui a réussi à vendre des montres Apple Watch à du monde qui avait déjà un iPhone. Là. On s'entend qu'on est loin d'une dépense essentielle. Là. Je veux dire, c'est un iPhone, je vois pas trop l'intérêt d'avoir le Apple Watch en plus. Je veux dire, les deux font pas mal la même affaire, mais ils ont quand même réussi à percer dans le marché des montres intelligentes. Donc, tant qu'à moi, s'ils ont réussi à faire ça, il y a de bonnes chances qu'ils réussissent à prendre des grosses parts du marché du côté des casques de réalité virtuelle. Peut-être pas à 3500$ US, mais quelque part dans le temps. Tout ça pour dire que du côté des actions d'Apple, hier, avant l'annonce de ce casque-là, on a atteint un all-time high à plus de 184$ par action. Et de mon côté, j'en ai pas racheté plus aujourd'hui ou hier. Mon dernier achat d'actions d'Apple, c'était en décembre. Et si mes souvenirs sont bons, c'était autour de 130 ou 140$ par action. À ce moment-là, je considérais la compagnie sous-évaluée. Aujourd'hui, autour de 180$, je pense pas que c'est nécessairement un gros deal non plus. Je reste un actionnaire confiant dans la compagnie d'Apple et j'ai hâte de voir l'évolution du côté des casques de réalité virtuelle. Et là, c'est sûr que pour le moment, je pense pas que ça va aller chercher des revenus à la hauteur du iPhone, du MacBook et des autres produits Apple, mais peut-être que dans le futur, ça risque d'être un marché super intéressant. Donc, je termine l'épisode là-dessus. Pour ceux qui me cherchent sur les réseaux sociaux, regardez sur Instagram, AlexTraders360. Sur TikTok, c'est AlexDemers360. Là-dessus, je partage des vidéos, des stories, autant sur les finances personnelles, l'économie, la bourse, tout ça. Donc, je vous remercie pour votre écoute et on se voit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.